Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un nouvel expert que j'ai décidé d'inviter pour 3 vidéos. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Tout d'abord, je vais vous présenter donc Jérémy Royot. Salut Jérémy. Salut. Donc Jérémy, alors tu m'arrêtes parce qu'on en a parlé un petit peu avant, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu es Ouais, diplômé en psychoclinique. oui, c'est Tu es bien ça. aussi spécialisé en fait dans tout ce qui est hypnothérapie. Ouais, thérapie brève et hypnose Voilà. essentiellement. Et aussi, tu es membre de l'Observatoire de zététique. C'est ça. C'est ça. On reviendra sur la zététique un petit peu plus tard. Je vais te laisser d'abord te présenter, puis après je vais expliquer en gros qu'est-ce que j'entendais par 3 vidéos. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, donc je travaille à mi-temps comme thérapeute en privé, donc j'ai un cabinet de thérapie brève et hypnose. Donc je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est lié à la problématique du sevrage. Donc j'ai un programme de sevrage depuis des années, tout ce qui est tabac, alcool, cannabis, etc. Ça, c'est une première partie de mes activités. Et le reste du temps, je suis employé dans le secteur de la délinquance. Donc, en fait, je travaille sur mandat des juges de Bruxelles et j'organise des peines de travail pour des jeunes qui ont commis des délits. Voilà, ainsi que tout un travail autour de ça sur les victimes, les conséquences des actes, l'empathie, etc. Mhm. Ça, c'est. Voilà. Et donc, je suis aussi membre de l'Observatoire zététique. Donc, ça, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Ça, ce sont des activités plus sur le côté, mais qui sont assez importantes pour moi également. Ouais, ouais. Voilà. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler dans justement la 3e vidéo, puisqu'on a décidé ensemble de faire 3 vidéos qui seront publiées à une semaine d'intervalle, si tout va bien. Donc, on va faire dans la première vidéo, on va dire, un petit peu ta spécialité qui est l'hypnose et l'hypnothérapie. On va essayer de Mhm. voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon dans l'hypnose, parce qu'il y a énormément de choses vraies et de choses justes et de choses fausses pardon, qui circulent sur l'hypnose. On va essayer un petit peu de démêler le vrai du faux, surtout dans le domaine de la communication. Mhm. En deuxième chose, on parlera des thérapies comportementales cognitives, parce que enfin, je veux dire, tu pratiques ça avec tes clients. Ouais. Moi, je t'ai demandé qu'on parle de ça parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez fort, et tu vas justement nous dire quel est le principe, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais qui gagne de plus en plus on va dire, d'importance auprès des psychologues. Mhm. Et Tout à fait. puis en 3e partie, on parlera donc de la zététique. Est-ce que tu peux nous dire brièvement c'est quoi la zététique? Bah, la zététique, on peut dire que c'est une didactique de l'esprit critique Ouais. qui est appliquée à tout ce qui est analyse des phénomènes extraordinaires, étranges, ou surnaturels, paranormaux, etc. Donc en fait, c'est une application de la méthode scientifique à tout ce qui est toutes ces affirmations extraordinaires. Voilà. Donc on essaye d'évaluer en gros la réalité ou l'existence de ces phénomènes. Ça peut toucher aux fantômes, aux phénomènes de possession, la radiesthésie et plein d'autres choses encore. Mhm. En fait, si je résume, vous essayez ce qu'on appelle de débunker euh, quand il y a, on va dire, soit manipulation, soit, on va dire, raccourci ésotérique, qu'on n'utilise pas, on va dire, assez de démarches scientifiques pour expliquer des phénomènes qu'on généralement on a du mal à comprendre ou à expliquer, dans un premier temps. Alors, c'est ça maintenant le terme debunking, est un terme qui énerve pas mal de gens parce Ouais, que ça part du principe que y a rien à trouver d'inconnu ou de nouveau ou de paranormal. Et oui. donc, il y a une explication, euh, on va dire, du côté de la fraude ou du côté de l'illusion ou de biais cognitifs ou des choses comme ça. Alors que, en principe, l'idée, c'est quand même de douter on va dire, de la cause du phénomène et de faire une investigation pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en dire, mais sans avoir un avis arrêté déjà d'emblée en fait. Donc par exemple, si on va étudier quelque chose par rapport à la télépathie par exemple, bah, l'idée c'est de ne pas partir avec un a priori déjà en étant certain que la télépathie ça n'existe pas. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire c'est démonter Hmm. euh, les affirmations des gens, hein, qui diraient par exemple que la télépathie ça existe et qu'il y a des preuves. Nous, ce qu'on essaye plutôt de faire, c'est pas de partir avec une optique de démonter, mais c'est plutôt d'investiguer le phénomène et de voir
s'il y a vraiment des preuves pour penser que ça peut exister ou Hmm. si c'est lié à des biais ou à des erreurs Hmm. ou des Bon, manipulations, quoi. on y reviendra tout à l'heure parce que Ouais, sinon on va manger le temps ouais, ouais, alloué tout à fait. à l'hypnose. Donc, première partie, donc première vidéo, on va partir sur l'hypnose. Alors moi, on va dire qu'avant de te connaître, j'avais un avis assez... alors tu vas sûrement m'arrêter ou tu vas aller dans mon sens, je sais pas. J'avais Mhm, une idée très très arrêtée sur l'hypnose. Pour moi, c'était, si j'utilise une image, un petit peu comme une rustine, un patch mhm. qui, on va dire, pouvait régler un problème peut-être dans l'instant, mais qui ne faisait pas forcément le travail de profondeur tel que pourrait le faire un thérapeute, un psychologue, etc. Alors, Ouais. est-ce que tu peux me dire ton avis là-dessus? Ouais, alors en fait, il y a déjà une chose qui est vraiment importante avec l'hypnose et qui n'est pas toujours bien comprise ou bien connue, c'est que l'hypnose en soi, c'est pas une thérapie. Donc quand on apprend à faire de l'hypnose, on apprend essentiellement à mettre les gens dans l'état d'hypnose. Et on apprend toute une série de manières de travailler sur toute une série de choses, mais on n'apprend pas vraiment à faire de la thérapie en fait. Donc voilà, donc on apprend par exemple des dizaines de manières différentes de mettre les gens en transe, mais on nous dit pas quelle manière est plus efficace ou quelle manière est plus utile pour la dépression, etc. Donc c'est vraiment un outil de communication. Et il va être utilisé d'une manière différente en fonction des connaissances du thérapeute et de son courant de référence. C'est-à-dire que si on prend un psychanalyste, par exemple, qui pratique l'hypnose, hein, ce qu'on appelle l'hypnoanalyse, c'est pas très très répandu, mais en France, il y a quand même quelques analystes qui utilisent ça. Ben, le principe, ça va être de faire des associations libres, hein, qui est le fait en psychanalyse d'associer de manière spontanée d'une idée à l'autre. Ben, on va faire ça de manière accélérée avec l'hypnose, en partant du principe que l'état d'hypnose permet d'accélérer le processus et de le rendre plus efficace. Voilà, ça c'est l'hypnoanalyse. Par contre, si on prend un thérapeute qui travaille, qui n'est pas psychanalyste, qui travaille avec les TCC ou la thérapie brève, la PNL ou n'importe quelle autre approche, bien, il va utiliser l'hypnose d'une manière qui est tout à fait différente par rapport à ça. Donc, par exemple, il y a un courant en Amérique qui s'appelle Cognitive Hypnosis, hein, donc il y a une association entre thérapie cognitive et comportementale et l'hypnose. Et donc, dans ce courant, on va par exemple utiliser l'hypnose dans le cadre des mêmes protocoles qu'on utilise en TCC classique, hein, par exemple pour le traitement des phobies, où il y a une question de désensibilisation progressive, où on va apprendre à gérer son stress, puis à affronter petit à petit sa peur, chaque fois en arrivant à se calmer, puis en passant à l'étape suivante, etc. Ben, on va utiliser l'hypnose de la même manière qu'en TCC classique, mais en aidant les gens à s'imaginer dans la situation pour en gros faire l'expérience d'abord in vivo, donc en imagination, avant de passer, enfin avant, in vitro, pardon, avant de passer en in vivo, donc Hmm. en se confrontant en réel face à sa peur en fait. Et donc l'utilisation de l'hypnose va dépendre donc du cadre de référence du thérapeute. Et donc on peut vraiment dire que c'est plutôt une sorte de méthode de communication qui a certains effets particuliers, puisqu'elle se fait dans un état de transe. Mais bon, pour simplifier, on peut dire que c'est un état de relaxation plus ou moins profond. Et cet état a aussi une influence sur la manière dont les gens vont vivre ce qui se passe. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une manière de communiquer qui est différente de la discussion habituelle qu'on a avec un thérapeute. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc la pratique varie d'un courant à l'autre en fait. Mhm. Et donc au niveau superficialité, pour revenir sur ta question, bah, ça dépend de ce qu'on en fait. Voilà, c'est-à-dire que si la seule chose qu'on fait avec l'hypnose, c'est donner des encouragements ou des suggestions positives, par exemple, bah, évidemment c'est assez superficiel, ça se résume un peu à faire du soutien, voilà, ce qui Mhm. peut être tout à fait utile, hein, mais ça reste assez simple. Par contre, on peut utiliser ça dans le cadre de protocoles TCC, par exemple. Et là, c'est pas plus superficiel qu'une thérapie TCC classique. Voilà. D'accord. Et on va essayer un petit peu de faire le tri, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent avec l'hypnose. On a vraiment l'impression, alors beaucoup avec la télévision, les séries ou les films, qu'avec l'hypnose, on peut tout faire. Mhm. L'hypnose, dans ta pratique, mais aussi scientifiquement, ça permet quoi et ça ne permet pas quoi? Alors, peut-être.
pour commencer, donner une petite définition rapide de l'hypnose pour que les gens Ouais, si tu veux, aient ça oui. en tête. Donc, on peut définir l'hypnose d'une manière simple et objective en disant que c'est une combinaison entre une méthode de relaxation Mhm. qui est souple et qui s'adapte à la personne, qui peut être assez variable. On combine ça avec l'utilisation de suggestions. Hein, donc, c'est le fait de suggérer quelque chose, comme on pourrait le faire en dehors de l'hypnose. Et la troisième chose, c'est que ça utilise l'imagination. Voilà. Donc c'est une méthode de relaxation qui utilise des suggestions et l'imagination. Et avec cette définition, on couvre tous les usages de l'hypnose. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Et donc, qu'on parle d'hypnose de spectacle ou d'hypnose de rue ou d'hypnose en thérapie, les buts sont différents, mais l'hypnose est toujours, on va dire, toujours la même et rentre dans cette définition. Et voilà, tu peux me rappeler ta question de base? Oui, c'était qu'est-ce que nous permet l'hypnose ou qu'est-ce qu'elle nous permet pas, dans la Oui, c'est ça. pratique et aussi scientifiquement. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de travailler sur, on va dire, tous les troubles classiques qu'on rencontre en thérapie. Ça, c'est une première chose. Dépression, anxiété, estime de soi. Euh, on va dire que c'est une corde en plus qu'on rajoute à son arc ou une autre manière de plus de travailler les choses, un outil de plus parmi Oui, d'autres c'est pas outils. une fin en soi l'hypnose, hein. On peut pas Non, c'est forcément pas tout une fin en régler soi. avec Voilà, l'hypnose. On est on fait pas d'accord. uniquement de l'hypnose. Hmm. C'est très rare qu'il y ait des thérapeutes qui fassent que de l'hypnose. En général, c'est toujours associé avec une thérapie, puisque de nouveau, la formation en hypnose ne t'apprend pas à faire de la thérapie. Elle t'apprend à faire de l'hypnose dans n'importe quel cadre, dont la thérapie. Mais elle t'apprend pas comment traiter une dépression. Mhm. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, donc, c'est l'utiliser comme un outil parmi d'autres en thérapie. Un autre usage qui est important, c'est l'utilisation pour la gestion de la douleur et notamment les opérations, hein, ce qu'on appelle hypnonalgésie, hypnosédation. Donc ça, c'est un aspect important à citer parce que c'est une des seules pratiques de l'hypnose qui est parfaitement validée scientifiquement avec Oui, un c'est grand ce que j'allais nombre te demander. d'études qui montrent que les effets sont positifs et sont nettement plus positifs que le placebo. Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ouais. Euh, voilà, pour info, euh, à l'hôpital universitaire de Liège, qui est un des pionniers en Europe pour cette méthode, qui emploie ça depuis vraiment pas mal d'années, je pense à peu près 20 ou 25 ans maintenant, ils avaient déjà dans les années 2000, ils avaient réalisé plusieurs milliers d'opérations sous hypnose et continuent à en faire tous les jours à peu près. Et voilà, ça permet de diminuer de plusieurs dizaines de pourcents les produits anesthésiques qui sont utilisés. Mhm. Il y a pas mal d'opérations qui sont faites en anesthésie totale à la base, en général, qui sont faites avec anesthésie locale plus hypnose. Et donc, ça permet de diminuer fortement l'impression de la douleur que vivent les gens et donc les anesthésiens nécessaires. Ce qui permet que les gens repartent beaucoup plus vite chez eux après coup, ce qui permet de diminuer les risques puisqu'il y a des gens qui sont à risque pour des anesthésies générales et pour lesquels on peut les faire en local. Et il n'y a quasiment pas d'effets secondaires ou d'échecs puisque ça marche avec plus de 99% des gens. Et en général, 90, je dis pour les 80 Français. 90 pour les Français, oui. Et donc ça marche quasiment avec tout le monde. Et il y a de toute façon toujours un système qui est mis en place pour passer en anesthésie générale si c'est nécessaire, Mhm. ou pour que les gens puissent s'injecter eux-mêmes un peu plus d'anesthésiant s'ils ont D'accord. mal en fait. Voilà. Et ça c'est vraiment validé. Et on peut dire que c'est probablement un des seuls usages de l'hypnose qui est parfaitement validé scientifiquement, puisque pour tout le reste, il y a pas mal d'études qui sont positives au niveau de la thérapie pour différents troubles, mais ça reste insuffisant que pour vraiment conseiller l'hypnose. On va dire il y a juste la gestion de la douleur et éventuellement dans l'anxiété où on a quand même pas mal d'études positives où on peut dire que c'est probablement une pratique ou un outil qui est utile. Mais voilà, ça s'arrête là. Pour le reste, les études sont encore trop. Voilà, il y a du positif et du négatif, il y a des études qui donnent rien. Voilà, Mhm. c'est encore difficile de conseiller vraiment l'hypnose pour d'autres choses. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans l'hypnose qui sont, on va dire, populaires, qui sont rentrées dans l'idée populaire sur les capacités de l'hypnose, qui t'énervent un petit peu, que tu aurais bien envie de dire, non, ça, on peut pas le faire dans l'hypnose. Ouais, alors effectivement, il y a toute une mythologie liée à l'hypnose, puisque c'est quelque chose qui vient à la base d'un contexte un peu ésotérique, hein, à la Mhm. base du magnétisme animal, qui est quand même un peu une sorte de pseudo-science quelque part. Mhm. Et donc, il y a pas mal d'idées assez fausses. Donc, une première idée qu'on entend beaucoup, il y a pas mal de gens qui pensent qu'on est endormi pendant l'hypnose.
Alors c'est tout à fait faux, hein. Hmm. C'est un état de relaxation profond, comme on le trouve dans la méditation, dans le yoga ou dans d'autres méthodes. A priori, il n'y a pas vraiment de raison de penser que l'état d'hypnose est fondamentalement différent des autres états de relaxation. Donc on n'est pas endormi, hein. À partir du moment où la personne est endormie, bah, c'est plus de l'hypnose, c'est plutôt de la sieste. Et c'est embêtant parce qu'elle entend plus ce qu'on lui dit, donc voilà. Donc c'est pas un sommeil. Alors la deuxième chose, c'est que on ne peut pas forcer des gens à faire quelque chose contre leur volonté pendant l'hypnose. Voilà, c'est-à-dire que si on hypnotise quelqu'un et qu'on lui dit donnez-moi votre argent ou payez-moi le double de la séance ou qu'on leur demande de révéler des secrets, bah, ils vont pas le faire s'ils n'ont pas envie, quoi. Voilà, maintenant, il y a quand même une sorte de phénomène qu'on peut appeler une soumission librement consentie, qu'on peut observer dans les spectacles. Et c'est ça qui mène pas mal de confusion chez les gens, Ouais. c'est que dans l'hypnose de spectacle, ben, on peut voir des gens qui se retrouvent à faire le chien ou à s'endormir brutalement, ce genre de choses. Et donc, en fait, ça donne l'impression que l'hypnose a un pouvoir sur les gens. En fait, c'est simplement une sorte de jeu de rôle, c'est-à-dire que la personne fait ce qu'on lui demande, simplement. C'est pas le pouvoir, c'est juste répondre à une demande dans un contexte pour lequel il est normal qu'elle réponde à la demande, puisqu'elle est montée sur scène, ça veut dire qu'elle était là volontairement, qu'elle était d'accord d'y aller. En général, l'hypnothérapeute, l'hypnotiste de spectacle choisit aussi des gens dans la salle qui semblent être qui se soumettent on va dire à ces demandes, et donc c'est plus une sorte de jeu de rôle. Mais si on prend des sujets au hasard en dehors d'un spectacle et qu'on fait de l'hypnose et qu'on leur dit voilà maintenant faites le chien par terre, bah ça va pas du tout fonctionner en fait. Et Hmm. les seules personnes qui vont faire ça, c'est parce qu'elles sont d'accord de le faire, et si elles sont pas d'accord, l'hypnose ne va rien changer en fait. Hmm. Voilà. Et il y a un troisième mythe qui est vraiment très très important, et je pense que c'est le plus important, on va dire, peut-être à citer, c'est que il y a pas beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui pensent qu'on peut retrouver des souvenirs disparus avec l'hypnose, voire même retrouver des souvenirs De de vie vie antérieure? antérieure, voilà, ou de vie intra-utérine pour ceux qui croient à ce genre de choses. Et donc ça, c'est assez problématique parce que c'était fort pratiqué dans les années 60, notamment pour retrouver des témoignages lors de cambriolages, ce genre de choses. Et puis on s'est rendu compte en fait que ça fonctionnait pas du tout, parce que quand on prend quelqu'un et qu'on lui demande sous hypnose d'essayer de retrouver un souvenir, si la personne n'a plus accès à ce souvenir et qu'on insiste, ben, il y a une partie des gens qui vont essayer tellement de se rappeler qu'en fait, leur cerveau va inventer des détails qui n'existent pas. Voilà. Mhm. Et la personne, après, n'aura plus aucune possibilité de faire la différence entre les souvenirs inventés et les souvenirs réels. Voilà. Et il n'y a Ouais. aucun moyen de se protéger contre ces faux souvenirs. Et c'est quand même très problématique. Il y a des gens qui ont été condamnés comme ça à tort, ce qui fait que l'hypnose a perdu sa valeur dans les tribunaux dans la plupart des pays du monde depuis pas mal de temps. Hmm. Et il y a des gens qui utilisent ça de manière, euh, enfin, pour abuser des gens Ouais, aussi. ce que j'allais en venir, Ouais, sur la manipulation en fait, ouais. beaucoup, je vois. Moi, je suis assez présent, on va dire, sur la toile au Mhm. niveau des blogs, et c'est vrai que l'hypnose est considérée limite comme la solution miracle avec le décryptage du non-verbal pour manipuler au maximum les autres. Je pense que Ouais. ça te porte aussi pas mal préjudice. Oui, ça porte préjudice et c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que c'est vraiment un mythe. Euh, et il n'y a pas que l'hypnose, hein, à laquelle on attribue un pouvoir comme ça de manipulation magique. On Hmm. peut dire un peu la même chose de la PNL, hein. Oui. Ce sont des approches en fin de compte auxquelles on attribue un pouvoir qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire que c'est des approches qui sont suffisamment floues que pour donner à certains moments l'illusion qu'il y a un pouvoir sur les gens, alors que c'est faux en fait. Et je pense que c'est essentiellement à ça que tiennent ces mythologies, parce que sinon il n'y a pas vraiment de raison de penser ça. Et il y a effectivement pas mal d'abus. Euh, avec ces méthodes, hein, et des gens qui ont conscience du fait que l'hypnose, si on est consentant, en tout cas nous met dans un état plus réceptif, hein, qu'à partir du moment où on est volontaire pour se laisser aller et jouer le jeu. C'est vrai que ça, on peut dire que ça augmente quand même une certaine réceptivité, Hmm. puisqu'on va vivre les choses d'une manière plus émotionnelle et moins Oui.
rationnel, hein, puisque c'est lié au lâcher prise, à la détente, etc. Donc c'est un peu logique. Et pour citer peut-être un exemple de dérive qui est assez frappant, dans le domaine de l'ufologie, il y a quelques personnes qui sont des experts autoproclamés, des témoignages de personnes qui pensent avoir été enlevées par des extraterrestres. Et il y a notamment certaines personnes qui utilisent l'hypnose pour récolter ces témoignages et aider les gens à se souvenir de ces abus ou de ces enlèvements qu'ils auraient oubliés pour X raisons. Voilà. Et il y a des gens là-dedans qui ont déjà été, entre guillemets, démasqués et où on a pu observer que avec certains de leurs clients ou patients, je ne sais pas comment on peut dire, qu'en fait ils faisaient tout pour créer des faux souvenirs volontairement chez ces gens et essayer de leur mettre dans la tête des souvenirs d'enlèvement, de viol, de trucs sadomasochistes avec des extraterrestres. Enfin, je vous passe les détails assez marrants, mais c'est des trucs assez farfelus, mais qui sont assez quand même graves et assez maltraitants. Ouais, ce pouvoir de l'induction, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur la vidéo sur la zététique parce que effectivement l'esprit humain est très très sensible au biais et donc à tous ces phénomènes d'induction, mais ça on aura l'occasion d'en venir. J'aimerais savoir quel est ton avis sur la possible automéditation ou l'auto-hypnose. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Et si c'est faisable, est-ce que tu auras un petit exercice à donner aux personnes pour se détendre? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'auto-hypnose et c'est un terme on va dire, qui pose un peu question dans le sens où l'hypnose est quand même basée sur la relation. C'est-à-dire que c'est aussi une relation entre deux personnes. Et le fait que la première personne se laisse aller et dans le lâcher prise, etc., ça dépend aussi de sa relation avec l'hypnothérapeute, l'hypnotiseur, etc. Et on va dire le client, le patient suit ce que dit le thérapeute. Par contre, quand on est seul, évidemment, c'est différent. Alors, je pense qu'il y a deux choses qui existent à pratiquer seul par rapport à l'hypnose. Il y a ce qu'on appelle l'auto-hypnose, donc qui en fin de compte consiste plus à faire de la relaxation de manière classique, mais en utilisant plus l'imagination ou l'imagerie guidée, ce qui est souvent utilisé dans l'hypnose, alors que c'est peu utilisé dans les méthodes de relaxation, de méditation classique, qui n'utilisent pas beaucoup l'imagination, qui sont plus basées sur le corps, la respiration, les sensations. Donc voilà, donc l'auto-hypnose, je dirais que c'est vraiment, il y a peu d'hypnose dans l'auto-hypnose, c'est plus une méthode de relaxation un peu améliorée avec l'imagination, qu'on peut apprendre avec un thérapeute qui lui fait de l'hypnose pour nous montrer la méthode. Ça c'est une chose, et il y a une deuxième pratique qui se développe quand même pas mal, c'est que avec les nouvelles technologies, depuis pas mal d'années, il y a moyen d'avoir des séances d'hypnose préenregistrées qu'on peut écouter à la maison, et donc là on peut faire de l'hypnose sans thérapeute, quoi. Ça, voilà. Et c'est viable ça? Alors pour faire de la relaxation, c'est super bien parce que ça fonctionne très facilement, ça demande pas d'effort. Même des gens qui sont très angoissés, la plupart arrivent à se relaxer très très bien avec des bons enregistrements d'hypnose. Moi, je les utilise beaucoup en thérapie. Maintenant, il faut pas attendre de ces enregistrements grand chose de plus que la relaxation, quoi. Donc, si on prend un enregistrement sur la dépression, ça va pas remplacer une thérapie avec un thérapeute, évidemment. Mais comme outil de gestion du stress, c'est très bien. Et il y a un exercice il y a plusieurs exercices que je donne souvent à mes patients. Le premier, c'est un exercice très simple qui consiste simplement à s'installer confortablement quelque part où on est tranquille et pas dérangé, de prendre 1 ou 2 minutes pour se concentrer sur la respiration, respirer bien profondément, inspirer bien à fond, se concentrer sur les sensations. Voilà, faire ça pendant 1 ou 2 minutes, puis détendre les parties du corps, partie par partie, commencer par les pieds, remonter, etc. Faire bien toutes les parties du corps, le visage, le front, les joues, etc. Ça prend, on va dire, peut-être 5, 6, 7 minutes. Et après ça, l'idée, c'est d'imaginer un endroit dans lequel on se sent bien, en sécurité, détendu. Ça peut être n'importe quel type d'endroit. Ça peut être un endroit de vacances, la plage, la forêt, une maison qu'on aime bien, un endroit imaginaire aussi. Et l'idée, c'est simplement d'imaginer au maximum les détails et les sensations comme si on y était, en fait. Donc, par exemple, si je prends la plage, ça sera imaginer les rayons du soleil, la chaleur, le vent, le fait de pouvoir toucher le sable chaud avec les mains, marcher avec les pieds dans l'eau, etc. Et on continue à faire ça jusqu'à quand on se sent parfaitement détendu.
Hein, ça, je veux dire, quelqu'un qui est pas trop angoissé, ça prend peut-être 10-15 minutes maximum. Mhm. Et après ça, une fois qu'on est bien détendu, on peut arrêter d'imaginer ou de se concentrer, juste profiter de la détente. Voilà, ça c'est le premier exercice que moi je donne à mes patients pour la gestion du stress. Et il y a quand même, j'ai envie de dire, il y a la moitié des gens qui arrivent bien et qui l'emploient régulièrement. Pour l'autre moitié, ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas la motivation pour le faire, d'autres qui n'y arrivent pas, d'autres qui sont trop angoissés. Et ceux-là, en général, je leur donne les séances enregistrées. Et là, à ce moment-là, la plupart arrivent à faire de la relaxation chez eux efficacement. Mhm. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Là, on arrive au bout de la première vidéo. Alors Mhm. pour ceux qui sont intéressés par tout ce que vient de dire Jérémy, je vous renvoie à son site. Je le mettrai un peu plus bas dans la description pour vous renvoyer vers son site. Toi, tu es par contre, tu es plutôt dans on va dire les entretiens individuels réels, c'est-à-dire que tu reçois, as un cabinet C'est à ça. Bruxelles. J'ai un cabinet à Bruxelles et je reçois en individuel en couple. Voilà. D'accord, Et ça m'arrive aussi de faire des séances par téléphone, mais c'est vraiment des cas assez rares pour des gens qui n'ont pas la possibilité du tout de se déplacer physiquement. d'accord. Ok, bah en tout cas, je mettrai toutes tes coordonnées en lien. Moi, je vous dis à la prochaine fois, la prochaine vidéo, normalement, donc la semaine prochaine, où nous parlerons donc des TCC, des thérapies comportementales cognitives. Salut Jérémy, à la semaine Salut, à prochaine. bientôt.